Je suis Stéphane Parroux, donc je coordonne le 15-9 de Paris, qui est le centre de l'Académie de Paris qui scolarise les enfants venant de l'étranger et surtout ceux qui sont non francophones. Et ceux qui sont francophones, on les inclut dans le cursus ordinaire. Je dirais que c'est un des moyens pour quelqu'un qui n'appartient pas à une communauté de pouvoir en faire partie. Mais ce n'est pas le seul moyen. En fait, j'ai un problème avec cette dénomination de société dominante, etc. Parce que je pense qu'en fait, c'est pas, il y a la société, je parlerai plus de société dans laquelle on est, ou dans laquelle on arrive. Et dans ces cas-là, je pense qu'il y a le malentendu qui existe, c'est par rapport aux images qu'on se fait avant d'arriver dans ce pays-là. Donc il y a beaucoup de malentendus liés à toutes ces images et ces fantasmes qui ne rejoignent pas la réalité et qui ont la vie dure. Donc ça crée des amalgames, mais des deux côtés, c'est-à-dire aussi bien du côté du migrant qui va arriver dans une société qu'il ne connaît pas vraiment, que du côté de la société qui reçoit ces personnes-là et qui les stéréotype assez facilement. La diversité culturelle, on l'a découverte il y a longtemps dans l'éducation. Maintenant, elle commence à s'épanouir seulement depuis, on va dire, entre 5 et 10 ans. Mais elle ne vit pas encore suffisamment dans l'éducation nationale au moins. Parce qu'elle pourrait être excessivement enrichissante, mais on l'apprend que par un tout petit bout, c'est-à-dire effectivement le fait qu'il y ait une différence qu'on va chercher à valoriser. Mais on ne s'en sert pas forcément complètement dans les apprentissages et c'est un gros problème. Je prends juste un exemple, les langues vivantes étrangères. Donc en fait on apprend très facilement l'anglais évidemment, d'autres langues, l'allemand, l'italien, l'espagnol, un peu le chinois maintenant, un peu le russe, mais les autres langues qu'on dit rares, les langues africaines par exemple, sont absolument pas enseignées. Alors que par exemple à Paris, il y a une population dont la langue d'origine n'est pas du tout le français, et à tel point que c'est l'image que même les Africains subsahariens par exemple renvoient, c'est quand on leur dit quelle langue tu parles, bah je parle que le français. Mais à la maison tu parles français? Non, non. Mais c'est quelle langue? Le Bambara ou le Soninké? Oui, mais ça c'est autre chose. Ils ne le considèrent pas, eux-mêmes les enfants j'entends, comme une langue qui est à valoriser dans le système scolaire. Et ça c'est un gros problème. Et c'est un des exemples. J'ai d'autres exemples par rapport justement à la culture d'origine. C'est-à-dire que en dehors du fait, là j'ai parlé des langues par exemple qu'on ne peut pas prendre forcément au bac, ou alors qu'on doit prendre en option en LV3. On ne peut pas prendre par exemple Bambara en langue 1. Et c'est quand même dommage, surtout pour une société multiculturelle comme la nôtre. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement à côté, on va essayer de valoriser la culture d'origine, sauf qu'on en fait quelque chose d'accessoire et qui n'est pas au cœur des apprentissages. Alors que dans certaines matières, on pourrait vraiment l'utiliser sans en faire non plus tomber dans l'excès inverse, de faire de, je sais pas, quelqu'un qui vient d'un pays arabe, le représentant de ce pays-là, ou un Brésilien, c'est-à-dire, tiens, raconte-nous la vie au Brésil. Non. C'est un enfant de 10 ans, il a vécu quelque chose qui correspond à son âge, il ne connaît pas forcément le nom du président, de la présidente, de tout le gouvernement et de tout le passé colonial de son pays, par exemple. Donc, faut pas en faire des porte-drapeaux, mais on pourrait utiliser vraiment les cultures d'origine pour les intégrer à certains processus d'apprentissage dans la plupart des disciplines, que ce soit une matière générale ou technique, par exemple. Pas personnellement dans mon histoire personnelle, mais oui dans mon histoire de professionnelle, oui. C'est-à-dire, effectivement, je suis prof depuis 20 ans. J'ai enseigné avant en collège, lycée ordinaire, c'est-à-dire dans des classes non spécifiques. Maintenant, j'enseigne dans les UPE2A, ce sont les structures pour les non francophones, où là, il n'y a pas tout à fait les mêmes problématiques, mais la démarche devrait être la même, en fait. C'est parfois les mêmes réalités, surtout quand on a affaire à un public justement qui est multiculturel, c'est-à-dire que à Paris, dans les grandes métropoles, dans les banlieues des grandes métropoles,
On a tous ces problématiques-là, qui ne sont pas forcément des problèmes, hein, mais ces problématiques, c'est-à-dire qu'on doit se poser la question à un moment donné. Après, c'est pas du tout la même réalité, je sais pas, dans une commune du centre de la France, par exemple, mais on se pose la question effectivement de l'intégration, mais on se pose pas forcément la question de l'utilisation pédagogique du multiculturalisme, par exemple, ou de l'interculturalisme. Pour une intégration réussie, il faut tenir compte de l'identité de chacun. Et cette identité, elle est au départ culturelle. Ça signifie que... alors, je vais donner plusieurs exemples de types d'élèves qu'on rencontre dans les classes ordinaires ou en UPE2A et dont on ne tient pas forcément compte de l'histoire personnelle. Vous avez l'élève qui est né en France, de parents étrangers, ou même de grands-parents étrangers, et qui fantasme la culture d'origine. C'est-à-dire qu'il ne parle pas du tout une autre langue que le français, ou quelques mots, parce que ses parents lui parlent comme ça quelquefois, dans certaines circonstances, mais qui va complètement fantasmer, simplement comme il n'a pas du tout d'écho dans le système scolaire français, il va continuer sur ce fantasme. Ou alors cette crainte, même quelquefois, quand on entend si tu continues comme ça, tu vas retourner au bled, c'est vraiment un fantasme, ça représente rien. Ça représente une espèce de prison lointaine, de menace. Par exemple, là c'est un exemple très négatif, mais ça peut être aussi très positif, c'est-à-dire que le pays d'origine, c'est le pays où on a envie d'aller, parce qu'on va y retrouver toute la famille, c'est les vacances, on voit les photos de famille de ses parents, c'est un pays auquel on rêve. Mais c'est pas la réalité. Simplement, nous, si on était capable, dans le système scolaire français, on le fait un peu, en histoire géo notamment, mais de valoriser, de chercher à faire rentrer ces cultures-là vraiment dans l'établissement, il y a des problèmes qui se poseraient plus. Par exemple, vous portez un voile, dans une école, c'est un problème, pour les enfants, j'entends pour les adolescents, pas pour les adultes, mais c'est un problème lié à la laïcité. Bon, si on l'explique de manière frontale, c'est choc des cultures et des civilisations. Si on l'explique pour des raisons qu'on connaît, des valeurs de la République française, etc., là au contraire, c'est les valeurs premières de la tolérance qui sont respectées et qui doivent être respectées par l'ensemble des religions. Donc on se rejoint. Mais ça veut dire qu'il faut tenir compte justement du parcours culturel et religieux de chacune des familles, chacun d'entre nous, pour pouvoir l'expliquer, que tout le monde le comprenne. Et bien sûr que c'est fait par rapport à ce problème qui peut se poser, le problème de voile, mais il faut vraiment l'envisager un peu autrement. Alors, pour expliquer, ça fera plus long que 2 minutes ma réponse, mais là, par exemple, nous, on enseigne, moi je coordonne une école qui est dans un centre d'hébergement d'urgence à Ivry-sur-Seine. Donc, on scolarise les enfants de réfugiés qui arrivent là en France, qui sont dans des situations précaires et donc qui sont logés à titre provisoire dans cet hébergement d'urgence. On a une 50aine d'enfants. Parmi ces 50 enfants, il y a à peu près 50% d'Afghans, et parmi ces 50% d'Afghans, on a 50% de filles à peu près. Ces jeunes filles, après 11-12 ans, sont voilées, ce qui est tout à fait normal et traditionnel. On leur demande, nous, au sein de l'école, pour les habituer évidemment à la laïcité française et à ce qu'elles vont rencontrer après dans le cadre de toute école en France, on leur demande d'enlever leur voile. Ça ne pose aucun problème pour les parents, pour les grands frères, pour ceux qui s'occupent vraiment des petites sœurs, on va dire, des filles. Ça ne pose aucun problème, ils comprennent, on leur explique. Nous, effectivement, on ne fait pas la différence. Enfin, on ne fait pas, on l'a fait personnellement, mais pas en classe, cette différence forcément. Nous, il faut simplement, effectivement, que les jeunes filles retirent leur voile. Après, c'est encore une fois, ce n'est pas non plus dogmatique, c'est-à-dire que c'est comme ça, on va vivre ensemble, une partie de l'année, donc il va falloir qu'on respecte ces règles-là. Et c'est ce qu'il faut qu'on comprenne tous. On peut parler de plusieurs défis. D'abord, le défi de la scolarisation de tout le monde pour les nouveaux arrivants est assez problématique parce que nous, on va lutter contre le communautarisme, puisque c'est l'école pour tous, sans aucune différenciation. Mais quand je dis communautarisme, ça ne veut pas dire langue commune. Langue commune n'est pas le communautarisme. Donc ça signifie qu'on va pouvoir mettre dans les mêmes classes
effectivement les étrangers non francophones parce qu'ils sont non francophones, mais pas du tout parce qu'ils sont étrangers. Un exemple pour illustrer ça, c'est-à-dire que dans nos classes de non francophones, il y a 20% de Français. Des gens qui sont partis à l'étranger avec leurs parents, leurs grands-parents, et qui ont vécu par exemple 10 ans en Chine, quand ils reviennent, les enfants ne savent plus parler français. Donc on leur réapprend à parler français. Et c'est un peu spécifique, hein, c'est pas la majorité de notre public, mais il y a aussi par exemple tous les Africains subsahariens dont on parlait, les personnes qui viennent des pays du Maghreb, qui sont francophones pour la plupart, mais pas d'une francophonie suffisante pour qu'ils puissent réussir leurs études. Donc là, on va les mettre dans des structures qui vont pouvoir les aider, soit lorsqu'ils ont été très très peu scolarisés, ce qu'on appelle les NSA dans les classes pour non scolarisés antérieurement, donc on va leur apprendre à lire, écrire, compter, et en français. Tandis que les autres qui ont été bien scolarisés dans leur pays d'origine, ils vont simplement dans ces UPE2A pour apprendre le français, pour continuer à progresser dans les matières qui sont enseignées en France, et ensuite ils sont inclus petit à petit. Alors je dis pas intégrés justement parce que dans l'intégration, ce qui est gênant pour nous dans le monde éducatif, l'intégration ça voudrait dire qu'il y a le système qui ne bouge pas et quelqu'un qui doit aller à l'intérieur de ce système et faire exactement comme ce système. Donc en ce moment, parce que c'est à la mode, on préfère le mot inclusion, c'est-à-dire il y a ce système, il va falloir que les personnes comprennent ce système, mais on va essayer de mieux profiter de cette différence à un moment donné pour en faire quelque chose dans notre système à nous. Donc c'est pour ça on va dire que c'est plus valorisant, même si après l'origine du mot inclusion est quand même à l'origine quelque chose lié à l'enfermement. Donc ça me convient pas du tout. Mais c'est le mot effectivement qu'on va valoriser, qu'on va essayer d'utiliser aujourd'hui parce que c'est pas du tout la même démarche. En fait. Nous, on va pas utiliser la méthode du storytelling vraiment en cours, mais on va utiliser des méthodes qui sont assez proches. Par exemple, on utilise beaucoup la biographie langagière des enfants et des adolescents, de leur famille, pour construire certains des apprentissages justement par rapport au français, en comparant les langues, en utilisant l'interculturel vraiment pour construire les apprentissages en français. Donc ça nous sert vraiment, parce que ça nous permet tout simplement de transférer les connaissances de la langue d'origine en français. Sans les laisser à la porte de l'établissement, quoi. C'est-à-dire que les élèves viennent avec ça en classe d'une manière générale. Je dis ça parce que dans les années 70, c'était plutôt interdiction de parler ta langue d'origine, par exemple, en classe. Tu la laisses dehors, c'est ton identité, mais c'est pas l'identité scolaire. Donc là, heureusement, on n'a plus du tout la même démarche, c'est-à-dire que chacun vient et ne laisse rien à la porte de l'établissement. Par contre, on va pouvoir utiliser ça dans le cadre des cours. Donc, ça plus intéressant, plus pertinent. La biographie langagière, ça veut dire qu'on peut faire quelques séances sur avec quelle langue vous avez été en contact. Tous, qu'on soit né en France, pas né en France, on a forcément été en contact minimum avec 5 ou 6 langues. Ça veut dire que quelquefois on l'entend dans le métro, on ne la reconnaît pas, c'est une langue étrangère. On voit par exemple ce sont des Africains, donc ça doit être une langue africaine, mais on ne peut pas en dire plus. Quand on entend l'arabe, moi je parle absolument pas arabe, mais évidemment je sais reconnaître l'arabe. Par contre, je ne saurais pas distinguer l'arabe marocain de l'arabe tunisien ou de l'arabe, je sais pas, de berbère peut-être, enfin la langue berbère. Ça, je ne serais pas capable de le faire. Et ça veut dire que je suis capable d'identifier parce que j'étais en contact. Et après, il y a les langues beaucoup plus proches, les langues de la famille, des amis, où là, on va savoir dire quelques mots, on va savoir écouter, comprendre, parler, et on essaye d'affiner tout ça parce que ça fait partie de l'histoire personnelle qui va nous permettre de construire beaucoup plus vite les apprentissages, puisque si on sait que quelqu'un parle arabe et qu'on a une certaine connaissance de la morphologie, de la syntaxe, on va pouvoir progresser beaucoup plus vite, puisqu'on va pouvoir comparer et faire avancer le lexique. Prenons un autre exemple, les Roumains par exemple, qui ont un vocabulaire très très proche de la langue française, pour eux ça va aller très vite. Ils vont se tromper dans la syntaxe, ils vont oublier les prépositions, tous les petits mots qui agacent les étrangers quand c'est apprendre le français, mais ça va être... ils vont mettre 3 mois pour apprendre le français. Ce qui n'est pas le cas évidemment d'autres personnes qui n'ont jamais été en contact par exemple avec l'alphabet latin. Donc en travaillant sur les biographies langagières, ça nous permet à la fois d'évaluer les connaissances de chacun, et puis avec le parcours langagier,
on arrive à voir si en fait la langue française va être qu'une langue de plus, auquel cas c'est beaucoup plus facile à apprendre, ou si ça va être la première langue étrangère apprise au cours de parcours scolaire, et là c'est beaucoup plus long. Deuxième exemple aussi qu'on utilise de plus en plus, c'est en se basant sur le développement des youtubeurs par exemple, ça va être les récits de vie. Donc on va essayer de construire, je sais pas, des diaporamas sonores, des petits courts-métrages qui vont raconter l'histoire des personnes. C'est pas vraiment storytelling comme vous l'entendez. Et puis après, il y a effectivement, par exemple, avec une population très spécifique, les réfugiés, où là, eux en ont besoin pour leur papier, de raconter toute cette histoire, leur biographie, de migration notamment, savoir pourquoi ils sont là, etc. Donc nous, en classe, on n'a pas du tout à faire ça, mais on va se servir de certains éléments pour toujours je sais pas, par exemple, quand on travaille en français sur raconter, comment raconter, on va plutôt se servir de ça parce que là, il n'y aura pas de problème de vocabulaire.